Bref, donc encore merci pour l'invitation à venir présenter. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler des recherches qu'on mène avec mon équipe sur la qui vise à informer la prévention du suicide chez les jeunes. Moi, je suis psychologue de formation, psychologue pour enfants, adolescents. J'ai été formée à l'Université de Montréal. Et puis, maintenant, je suis professeure, en fait, au département de psychiatrie et d'épidémiologie de l'Université McGill et je suis chercheure au centre de recherche Douglas. Avant de vous parler de science, je voudrais vous parler de cinéma parce que l'Angleterre est vraiment connue pour avoir mené des grandes études longitudinales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cohorte de naissance de 1948 ou de 1946, pardon, ou de 1958, ou encore la cohorte des milléniaux. Ce sont des grandes cohortes longitudinales d'individus suivis à travers les années. Mais l'Angleterre est aussi connue, en fait, pour son documentaire longitudinal Seven Up. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà vu ce documentaire-là. Vous pouvez peut-être m'écrire dans le chat ou me faire un petit pouce en l'air. Okay. Je vois pas les réponses, mais en tout cas, je vais continuer. Seven Up, c'est un documentaire que j'ai suivi justement pendant mon post-doctorat à University College London en épidémiologie longitudinale. Seven Up, en fait, c'est un documentaire qui a été créé par Michael Apted et il vise à suivre la vie de 14 enfants issus de diverses classes sociales à partir de l'âge de 7 ans. Ils avaient 7 ans en 1964. Puis le principe, c'était de revisiter ces enfants-là à tous les 7 ans pour voir comment leur vie a évolué. Donc, on a des épisodes comme 14 Up, 21 Up, ainsi de suite, jusqu'à 63 ans, 63 Up. La prémisse de ce film documentaire-là, en fait, c'était un proverbe d'Aristote. Donnez-moi l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et je vous montrerai l'homme. Là, juste réduire ça ici. OK. Donc, une des personnes qui m'a particulièrement marquée, c'était le personnage de Neil Hoggs. On voit Niels pour la première fois à l'âge de 7 ans. Il va à l'école, il est vif, il a plein de rêves. En fait, il est comme plein de garçons de son âge, il veut devenir astronaute. Mais Neil vit dans une banlieue assez pauvre d'Angleterre. Puis quand on le revoit à 14 ans, à 20 ans, il devient de plus en plus introspectif. Il continue de parler de ses ambitions, mais en fait, il doit faire face à des difficultés sur le plan de la santé mentale. À 28 ans, il va traverser une période de vie vraiment très difficile. Il est sans abri. Il vit dans des conditions très, très précaires et les problèmes de santé mentale auxquels il doit faire face sont aggravés. Ces entrevues montrent une personne qui est très réfléchie, mais qui doit se battre aussi contre des démons personnels. À 35 ans et au-delà, on le voit reconstruire sa vie. Parce qu'avec le soutien de ses amis, il bénéficie aussi du soutien de sa communauté. Il, il retrouve une certaine stabilité. Il s'implique dans la vie de son district. Il devient conseiller municipal. Puis dans les derniers épisodes, à 56 ans et à 63 ans, il continue de montrer des signes de résilience, d'épanouissement. Il continue de s'impliquer dans sa communauté. Ses difficultés sur le plan de la santé mentale vont persister, mais il a réussi en fait à trouver un sens à sa vie à travers son engagement social. Et j'aime bien parler de ce documentaire-là parce que ça illustre à l'échelle individuelle ce qu'on fait avec nos études longitudinales où on essaie de comprendre en fait des influences à l'enfance, au début de la vie, des problèmes de santé mentale plus tard ou même du suicide. On se pose des questions
comme quels sont les facteurs de risque à l'enfance qui peuvent influencer l'apparition des problèmes de santé mentale ou encore des idées ou des tentatives de suicide plus tard dans la vie. Quels sont les mécanismes par lesquels ces facteurs de risque peuvent peuvent influencer le risque suicidaire, peuvent agir, ou encore quels sont les facteurs de protection, comme le soutien social, comme l'engagement communautaire, qui peuvent avoir des effets bénéfiques pour la santé mentale. Donc, nous, on essaie de répondre à ces questions-là en analysant des données collectées pour des études longitudinales. Et pour étudier le suicide, selon cette perspective-là développementale, il nous faut des études très, très grandes, très vastes, qui suivent des milliers d'individus, parce que le suicide demeure un phénomène qui est rare et de telles études longitudinales sont extrêmement rares. Oups, voilà. Donc, mais il y a justement une exception qui vient d'Angleterre. Pendant mon postdoctorat, j'ai fait mon postdoctorat il y a déjà quelques années. En 2009 et 2013, j'ai eu l'opportunité justement de travailler avec une version scientifique du documentaire 7up. C'est l'étude de 1958 qui s'appelle aussi The National Child Development Study. Cette étude-là, c'est une étude longitudinale qui suit près de 18 000 bébés qui sont nés dans une seule semaine en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles en 1958. Et ces individus, en fait, ont été suivis là au cours de la vie. Et il y a toutes sortes d'enquêtes qui ont mesuré, qui ont collecté plein d'informations, notamment au niveau de l'éducation, de la vie familiale, la santé mentale. Et il y a plein d'études qui ont été publiées qui nous ont permis en fait de mieux comprendre justement ces déterminants-là du développement humain. Pendant mon postdoctorat, je m'intéressais principalement aux inégalités sur le plan de la santé mentale, comment des facteurs à l'enfance, comme les conditions socio-économiques, comme l'exposition à de l'abus et de la négligence, peuvent être associés à des problèmes de santé mentale à l'âge adulte, autour de 45 ans, 50 ans. Puis à ce moment-là, je me suis aussi interrogée sur la possibilité que le suicide, la mortalité par suicide peuvent aussi être liées à des expériences vécues dans l'enfance. Et pendant mon postdoctorat, puis c'est vrai encore aujourd'hui, en fait, on a peu de connaissances sur la mortalité par suicide parce que les études longitudinales sont vraiment très limitées. Pour la mortalité, nos connaissances viennent surtout des autopsies psychologiques. Donc, lorsqu'il y a un décès, les chercheurs vont interroger les proches de la victime, donc les parents, les amis, pour un peu comprendre ce qui s'est passé. Il y a aussi des connaissances qui viennent des études, des dossiers de coroner. Hein. Lorsqu'il y a un décès, les coroners vont faire une enquête pour essayer de mieux comprendre les circonstances qui ont mené au suicide, ou encore des données administratives, comme par exemple des hospitalisations ou des visites aux urgences qui auraient pu être capturées dans les données administratives, mais très peu d'études longitudinales. Et là, à ce moment-là, on a demandé l'accès au certificat de décès et on a identifié les suicides là, à l'aide des codes ICD, l'International Classification of Disease. On a identifié 55 suicides, 48 chez les hommes, 7 chez les femmes. 90% étaient par pendaison, ce qui correspond à l'épidémiologie des suicides en Angleterre, également au Québec. Les suicides variaient de 18 à 52 ans. Et là, dans la cohorte, on avait accès à plein de variables, à plein d'informations qui avaient été collectées. Puis on a essayé de comprendre, en fait, les facteurs de risque qui pouvaient être associés à la mortalité par suicide des années plus tard.
On avait des grandes ambitions au départ, hein. On s'est dit, ah, on va pouvoir identifier des facteurs justement distaux et comment ces facteurs-là se combinent avec les facteurs plus proximaux, plus près du décès, pour influencer la mortalité par suicide, mais on a été vite limité par des données collectées au tout début de la vie parce que les personnes qui étaient décédées par suicide dans la cohorte avaient en fait quitté la cohorte après les premiers temps de mesure. Mais on a regardé quand même toutes les variables disponibles, puis on a identifié des facteurs. Ici, c'est des analyses univariables, donc c'est un facteur à la fois. À la naissance, le faible poids à la naissance était associé à la mortalité par suicide. Le rang de naissance élevé aussi, les enfants qui avaient des fratries nombreuses et qui étaient les derniers nés étaient plus susceptibles de mourir par suicide. Les jeunes aussi qui étaient nés d'une mère plus jeune étaient plus à risque. Au niveau de l'enfance, on a identifié des facteurs comme le fait de ne pas être propre pendant le jour. Ça peut refléter en fait un développement cérébral qui est différent. Des problèmes externalisés, hein, l'association était plus forte même pour les problèmes là, plus sévères. Les contacts avec les services sociaux, donc la protection de l'enfance, le fait d'avoir une apparence négligée, le fait de s'être fait intimider par les pères, d'avoir perdu un parent et des difficultés économiques qui s'aggravent. Donc, je pense que c'est important d'avoir identifié ces facteurs parce que ça peut refléter des processus développementaux, comme par exemple des processus cognitifs, le fait d'avoir de la difficulté à résoudre des problèmes émotifs avec les problèmes externalisés, difficulté de réguler ses émotions, psychologiques, l'exposition à des traumas, biologiques et intergénérationnels également. Donc, cette étude-là a été informative, mais elle est aussi limitée par la disponibilité des variables mesurées, hein. On a un portrait très, très statique, alors que l'on sait que des facteurs comme, par exemple, l'intimidation par les pairs, c'est un phénomène qui est dynamique, qui peut changer dans le temps. Alors là, je suis retournée au Québec après mon post-doctorat et je travaillais pendant quelques années comme clinicienne. Puis en 2018, j'ai obtenu un poste de professeur et là, je me suis reconsacrée pleinement à la recherche. Et justement, le Québec a été beaucoup inspiré par les études longitudinales britanniques, notamment par l'influence de Richard Tremblay, qui est un professeur émérite à l'Université de Montréal. Richard a mis sur pied, comme chercheur principal ou comme collaborateur, plusieurs études longitudinales. Et là, j'en nomme quelques-unes. L'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, de Quebec Longitudinal Study of Child Development. Il y a aussi l'étude longitudinale des enfants de maternelle, l'étude expérimentale de Montréal. On a aussi une étude de jumeaux et une étude canadienne, là, l'étude longitudinale des enfants et des jeunes du Canada, je crois le NLSCY. Donc, on a accès à des belles cohortes. C'est sûr que la taille est moins impressionnante, hein. On suit quelques milliers d'individus et non 18 000, comme l'étude de naissance britannique. Mais on a l'avantage, en fait, d'avoir beaucoup d'informations pour être capable de collecter, justement, de bien capter des trajectoires, autant au niveau des facteurs de risque que de la suicidalité elle-même. Il y a aussi des cohortes qui sont plus suivies aujourd'hui, mais on réussit à suivre, en fait, quand même les individus à l'âge adulte parce qu'on a obtenu des financements pour les coupler avec des données administratives, tant au niveau du revenu, de l'éducation ou de la santé. Donc, pour le reste de ma présentation, moi, je vais vous parler de l'étude longitudinale des enfants du Québec, l'ELDEC. C'est une cohorte que j'affectionne particulièrement. Je travaille avec ces participants depuis 20 ans. J'ai fait mon doctorat justement sur cette cohorte. Donc, l'ELDEC, c'est une cohorte basée sur une population qui comprend 2120 bébés qui sont aujourd'hui adultes et qui représentent la population plus large des bébés nés à la fin des années 90 au Québec, à l'exception des bébés qui sont nés extrêmement prématurément, donc avant 24 semaines, post-terme après 42 semaines. Les bébés autochtones également aussi ont été exclus et les bébés dont la mère ne parlait ni français ni l'anglais.
La cohorte, par contre, inclut des bébés de tous les milieux socio-économiques, des régions urbaines, des régions rurales. Puis elle est composée à 90% de participants, par contre, blancs, ce qui reflète pas la réalité actuelle des jeunes du Québec, mais qui reflétait la population un petit peu moins diversifiée du Québec à la fin des années 90. Donc, pourquoi l'ELDEC, c'est une opportunité unique pour informer la prévention du suicide? Il y a d'autres cohortes au Canada, mais l'ELDEC, elle reste unique et elle se distingue par deux caractéristiques, la vision et l'étendue des données. La vision, justement, a été portée par Richard Tremblay, qui, lui, rêvait d'étudier des problèmes bien avant qu'ils s'aggravent. Et Richard, en fait, par son influence, a permis de collecter des données sur la santé mentale très, très tôt dans le développement. À partir de 17 mois, on a des mesures, entre autres d'agressivité et de détresse. Mais l'ELDEC aussi, elle se distingue par l'étendue de ses données, parce qu'on a 30 000 variables collectées depuis le début qui couvrent là, tous les aspects ou presque de la vie, des facteurs sociaux, émotionnels, familiaux, cognitifs, éducatifs. On a aussi, oui, collecté des données par questionnaire, on a des observations, des tests cognitifs, puis on a même de l'information sur des biospécimens. On a des données sur de sang, de salive, qui nous permet d'étudier, entre autres, le cortisol. On a également des échantillons de sang par lesquels on étudie des facteurs génétiques via le calcul de score polygénique. On a également des données épigénétiques avec lesquelles on calcule des indicateurs, entre autres, là, de vieillissement biologique. Donc, c'est important parce que le suicide est souvent une accumulation de facteurs sur le long terme et comme l'adversité précoce, l'abus, la négligence, aussi des facteurs biologiques. Et l'ELDEC nous permet justement d'avoir cette vision très, très riche. J'ai oublié de mentionner également que l'ELDEC a été couplé également avec des données administratives, là, la RAMQ, Médéco, BDCU, qui captent l'utilisation des services de santé. Il y a beaucoup de temps de collecte qui débute à 5 mois, qui se termine à 25 ans. On vient d'avoir également un financement des IRSC pour continuer de suivre la cohorte alors qu'ils avancent en âge. C'est une cohorte qui a permis plus de 350 articles scientifiques, dont 35 jusqu'à maintenant, ou environ, l'ont été dédiés à l'étude du suicide. Donc, je veux juste ici parler brièvement du modèle de l'iceberg du suicide parce que je pense que c'est important de comprendre que on s'intéresse surtout à prévenir la mortalité par suicide. La mortalité par suicide qui est un peu la pointe de l'iceberg qui émerge de l'eau. Mais c'est difficile d'étudier la mortalité par suicide parce que ça reste très rare. Au Québec, par exemple, on a environ 100 suicides chez des jeunes de 10 à 24 ans par année. Et jusqu'à ce jour, en fait, il n'y a pas d'études qui nous permet là, de bien comprendre les déterminants de la mortalité par suicide. Sous l'eau, il y a aussi tous les jeunes qui pourraient penser au suicide ou faire des tentatives de suicide, mais sans nécessairement en parler à personne, sans nécessairement visiter des urgences. Et c'est ce que l'ELDEC nous permet principalement d'étudier parce qu'on collecte nos informations sur les idées, les tentatives de suicide, l'automutilation via des questionnaires. On peut aussi, dans l'ELDEC, grâce au couplage avec les données administratives, s'intéresser depuis récemment seulement aux visites aux urgences et aux hospitalisations aussi pour les comportements suicidaires. Mon point ici, c'est juste d'attirer votre attention sur le fait que, oui, le suicide est un
c'est un continuum et que c'est important de mener des études pour étudier toutes les différentes composantes du suicide parce que même si des facteurs de risque peuvent se chevaucher, ils ne sont pas nécessairement les mêmes. Comme par exemple, il y a des facteurs de risque associés à l'idéation suicidaire et non à la tentative et vice-versa. Et on pourrait également penser que les jeunes qui vont décéder par suicide peuvent présenter des facteurs de risque uniques. Donc, dans l'ELDEC, on a demandé aux jeunes à 13 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, donc on couvre plus de 12 années d'informations si dans la dernière année, ils avaient déjà pensé au suicide, si c'était sérieux, s'ils avaient déjà tenté de se suicider, s'ils avaient déjà pensé à se faire mal et s'ils s'étaient déjà fait mal sans intention suicidaire, ici pour mesurer l'automutilation. Donc, dans une première étude là, qui a été publiée en 2020, donc ça date un peu, mais on a voulu modéliser la trajectoire moyenne des idées des tentatives de suicide selon nos divers indicateurs. Donc, pour la prévalence des idéations suicidaires qu'on a qualifiées de passives ou de non sérieuses, on observe que cette prévalence-là augmente tout au long de l'adolescence. Il y a 11% des jeunes à 13 ans qui avaient répondu avoir déjà pensé au suicide versus 18% à 15 et 17 ans. Et oui, les filles avaient des prévalences plus élevées que les garçons, ce qui est attendu, mais la trajectoire, par contre, développementale moyenne était la même pour les garçons et les filles. On a aussi modélisé la prévalence des idéations suicidaires sérieuses. On avait accès à ce moment-là à des données à 20 ans. Et là, ce qu'on a observé, c'est que la prévalence augmentait tout au long de l'adolescence pour atteindre son maximum au début de l'âge adulte à 20 ans avec 10% des jeunes qui avaient répondu avoir pensé au suicide de façon sérieuse. Pour la tentative de suicide, la prévalence était plutôt stable, encore là avec des patrons développementaux très similaires entre les filles et les garçons. Et la prévalence était autour de 4%. Donc, cette première étude-là, je pense qu'elle nous renseigne sur la prévalence dans un échantillon épidémiologique, la prévalence également au cours de la vie, mais on s'est intéressé à la prévalence moyenne et ce qui peut masquer en fait de l'hétérogénéité qui pourrait survenir dans une population, parce qu'il peut y avoir des variations dans une population au niveau de l'âge d'apparition et de l'évolution des idéations suicidaires qui pourraient être liées à des antécédents ou des corrélats distincts. Donc là, je vous présente une nouvelle étude on est en train de travailler justement sur la lettre de réponse aux réviseurs, où on a utilisé la méthode des trajectoires fondées sur les groupes pour essayer d'identifier des groupes d'individus distincts au niveau de l'idéation suicidaire sévère entre l'âge de 12-13 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on identifiait 3 groupes dans notre population. Bon, la plupart des jeunes là, avaient jamais pensé au suicide ou très rarement. Donc, c'est la trajectoire grise qui inclut 87,6% des jeunes. Ensuite, on a observé que 7% des jeunes, environ la trajectoire rouge, avaient commencé à penser au suicide tôt dans l'adolescence, vers 12-13 ans, et présentaient un risque assez stable de continuer à penser au suicide au cours de l'adolescence et de l'âge adulte. On a aussi observé une trajectoire qui comprend 5,2% des jeunes, la trajectoire bleue. Ces jeunes-là n'avaient pas nécessairement pensé au suicide pendant l'adolescence, mais avaient commencé à y penser au niveau de l'âge adulte. Et c'est la première fois dans la littérature ici qu'on pouvait modéliser des trajectoires sur une aussi longue période, une période clé du développement, l'adolescence, début de l'âge adulte, avec des données contemporaines également, parce que nos données à 25 ans ont été collectées là, en 2023. Donc, c'est très actuel. Ensuite, on s'est intéressé à savoir est-ce qu'il y a des antécédents et des corrélats distincts de ces trajectoires-là. Et pour notre premier article, on s'est intéressé à la santé mentale parce qu'on a beaucoup d'informations sur la santé mentale dans l'ELDEC, puis on sait que la santé mentale, c'est intimement lié aux idées et aux tentatives de suicide. Donc, on a vraiment
essayé d'éplucher tous les questionnaires. On a identifié 70 variables qui mesuraient la santé mentale et on les a regroupées, ces variables-là, en 5 périodes développementales. Le préscolaire, l'enfance de 6 à 12 ans, le début de l'adolescence à 13 ans, le milieu de l'adolescence et de l'adolescence tardive, 15-17 ans, et le début de l'âge adulte. Ici, on avait des données entre 20 et 25 ans. Pour la trajectoire qui débute à l'adolescence, donc 7% des jeunes, on a identifié des antécédents observables dès l'enfance. Les RR, c'est les risk ratios. Je vous ai simplement mis les variables significatives ici dans des modèles univariés. C'est une étude exploratoire descriptive. Donc, on a observé des indicateurs de santé mentale à la fois internalisés et externalisés dès l'enfance, aussi captés par des divers informans, à la fois des données auto-rapportées, rapportées par le parent ou par l'enseignant. À l'adolescence, ces jeunes-là continuaient de présenter des problèmes à la fois internalisés et externalisés, avec des indices de risque assez élevés là, à l'adolescence pour justement les problèmes internalisés. Au début de l'âge adulte, on continuait encore à observer ce cumul de problèmes internalisés et externalisés. Par contre, pour la trajectoire qui débute au début de l'âge adulte, là, on avait un portrait clinique là, totalement différent. On n'avait pas vraiment d'antécédents au niveau préscolaire, l'enfance, début de l'adolescence, mais au milieu de l'adolescence, on commençait à voir apparaître plus de problèmes internalisés avec la dépression, l'anxiété et des problèmes qui continuaient et qui s'aggravaient également au niveau de la détresse de santé mentale au début de l'âge adulte. Donc, cette étude-là, je pense que ça nous indique que c'est important d'utiliser cette approche-là développementale pour comprendre les patrons d'apparition et d'évolution des idéations suicidaires. On a pu identifier des symptômes de santé mentale à l'enfance, à l'adolescence comme antécédents de ces deux groupes distincts de jeunes qui ont pensé au suicide. Et moi, ce que ça m'indique là au niveau clinique, peut-être que ça indique que pour prévenir les idéations suicidaires, on pourrait penser à des interventions justement dans les écoles. On a beaucoup d'indications, on a des indications dans la science, dans la littérature, qui nous permettent de penser que de cibler la santé mentale dans les écoles peut nous permettre justement de réduire les idéations suicidaires plus tard. Il y a le programme, par exemple, Youth Aware of Mental Health. Ça a été une étude contrôlée, randomisée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays européens qui ont trouvé que le fait d'augmenter la littératie en santé mentale pour les jeunes nous permettait de réduire par 50% des idées et des tentatives de suicide une année plus tard. Le Good Behavior Game, c'est une intervention qui ciblait les enfants d'âge d'école primaire pour augmenter le niveau de socialisation, réduire les comportements externalisés, qui a été associé à une réduction des idéations suicidaires à l'âge adulte. Et je veux aussi mentionner que pour les jeunes qui pourraient présenter des problèmes de santé mentale sévères, on sait que la psychothérapie qui cible des problèmes de santé mentale variés a des effets indirects également pour réduire les idées et les tentatives de suicide. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de cibler dans nos interventions directement l'idée et la tentative de suicide. On peut aussi agir sur les problèmes de santé mentale associés aux idées et tentatives de suicide. Donc, là, je vais juste jeter un œil sur l'heure. OK. Rapidement, je veux présenter rapidement une étude qui est menée par une étudiante du GRISE, Olivia Gunter, qui est supervisée par Caroline Temchef. C'est une étude, en fait, encore là, très exploratoire, où on s'est intéressé à étudier la concordance et la disconcordance entre nos données administratives, par exemple d'hospitalisation, de visite aux urgences ou encore de contact là, avec le médecin traitant pour cause d'idées ou de tentatives de suicide et comment ces données-là concordent avec les données rapportées par les jeunes sur nos questionnaires. Donc, c'est une étude exploratoire parce qu'on doit analyser vraiment un sous-échantillon. On a 40 jeunes qui ont consulté les services médicaux pour idées ou tentatives de suicide.
Et là, on a regardé ce qui avait répondu sur les questionnaires. Et les concordants sont ceux qui avaient visité des services médicaux et qui avaient dit oui, j'ai pensé au suicide, j'ai fait une tentative de suicide sur nos questionnaires. Les discordants regroupent plusieurs jeunes, ceux qui avaient dit non, j'ai pas pensé au suicide, j'ai pas fait de tentative, qui ont indiqué je préfère pas répondre à votre question ou qui étaient simplement manquants. Et je dois dire que le fait d'avoir une donnée manquante, c'est la raison principale de la discordance. Mais on a observé en fait que 21% des jeunes seulement étaient concordants, puis 79% étaient discordants. On a aussi essayé d'identifier les facteurs plus dits qui pouvaient être associés à la concordance. Ben, les concordants étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes internalisés, donc dépression, anxiété, et les dits concordants rapportaient plus de problèmes externalisés, donc de l'agressivité et de l'irritabilité. Je pense que c'est important, des études comme celle-là, bien que ce soit encore très exploratoire, parce que la plupart de nos connaissances sur les idées tentatives de suicide sont basées justement sur des questionnaires. Et ce que ça indique, c'est que dans des études longitudinales, peut-être que nos données collectées par questionnaire là, ne nous donnent pas un portrait tout à fait représentatif de l'ensemble des jeunes qui peuvent penser au suicide parce que les jeunes les plus vulnérables sont ceux qui ont visité nos services médicaux, ne sont pas captés par nos questionnaires. Donc, en plus de s'intéresser là aux trajectoires développementale à la prévalence dans une perspective longitudinale. Dans notre équipe, on s'intéresse aussi là aux déterminants socio-écologiques. Oui, on s'intéresse aux déterminants, aux influences facteurs de risque au niveau de l'individu, mais on essaie de creuser plus loin pour essayer d'identifier des facteurs de risque qui pourraient être modifiables, qui vont au-delà de l'individu. On s'intéresse par exemple aux facteurs socio-économiques comme la pauvreté, l'éducation, l'insécurité alimentaire. On s'est intéressé à la diversité, abus, négligence. On a fait un gros travail pour essayer de créer des indicateurs de maltraitance probable dans la cohorte en combinant 250 items qui venaient d'informants variés. On s'est beaucoup intéressé à l'intimidation, victimisation par les pairs. Au niveau de l'environnement, on a analysé les données de verdure. Là, on s'intéresse, c'est en cours, mais aux indicateurs là, de réchauffement climatique, comme par exemple des inondations, les îlots de chaleur. Au niveau de la discrimination également, qu'on capte via des analyses au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Et je vais en reparler plus tard, mais on s'intéresse aux facteurs de protection au niveau de la communauté, un peu comme dans l'histoire de Neil Hogg dont je vous ai parlé au début. On s'intéresse au soutien social, à l'engagement civique. Donc, quelle est la valeur ajoutée de l'ELDEC pour étudier ce type de questions? Bien, ça nous permet, de modéliser des trajectoires de facteurs de risque dès l'enfance parce qu'on a des données répétées. Ça nous permet également de bien contrôler pour des facteurs de confondantes variés, ce qui est important dans ce genre d'études observationnelles parce qu'on peut observer une association entre X, Y, mais qui en fait est expliquée par A. Et dans l'ELDEC, on peut jamais prétendre à la causalité, mais on est capable de bien contrôler pour des antécédents et des facteurs qui surviennent avant le facteur de risque examiné. Puis, on a aussi des informations sur des idées versus tentatives de suicide versus automutilation. Donc, lorsque c'est possible, on essaie vraiment d'identifier des facteurs spécifiques à ces différents phénomènes. Donc, je vous donne 2-3 exemples du travail qui est en cours. Un premier travail réalisé par une chercheure postdoctorale qui va être bientôt soumis, s'est intéressée à la pauvreté. Donc, je pense que c'est important de s'intéresser à la pauvreté parce qu'on le sait, c'est une menace majeure pour la santé. Et selon un rapport de l'UNICEF, il y a de plus en plus d'enfants au Canada qui vivent dans la pauvreté. Nous, dans notre cohorte, on avait utilisé la mesure de seuil de faible revenu, le LICO, pour évaluer la pauvreté. C'est une mesure qui était en vigueur à l'époque, mais qui est plus utilisée aujourd'hui. Donc, c'est un peu difficile de comparer là, à nos données épidémiologiques, mais
Ce seuil-là, le LICO, c'est un seuil qui correspond au moment où une famille doit consacrer une part disproportionnée de son revenu à des besoins essentiels comme la nourriture, le logement, les vêtements, comparé à une famille moyenne. En général, là, dans l'ELDEC, là, si je fais une moyenne à travers des années, on parle d'environ 30 000 et moins pour une famille, pour être considérée comme vivant sous le seuil du faible revenu. Et nous, on a voulu modéliser les trajectoires dans l'ELDEC, encore là, à l'aide de la méthode des trajectoires fondées sur les groupes. Et je ne m'attendais pas à ça, mais on a identifié une trajectoire de pauvreté persistante. J'aurais pensé que la pauvreté est un peu plus dynamique, mais quand les familles ont entré dans la pauvreté, ils y sont restés, avec 28 des jeunes dans l'ELDEC qui ont vécu de façon persistante sous le seuil du faible revenu. Et là, on a regardé comment la pauvreté est associée au comportement suicidaire vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et pour examiner cette association-là, on a porté une attention particulière aux variables confondantes qu'on a identifiées à l'aide d'une méthode qui s'appelle la méthode des graphes orientés acycliques ou les DAG en anglais. Ça nous permet de représenter les patrons d'association entre les variables pour bien identifier nos variables confondantes. Donc, nous, on a contrôlé ici pour l'âge des parents, le niveau d'éducation des parents est contrôlé, le fait que les familles étaient monoparentales et le statut d'immigration également des parents. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que les jeunes qui avaient vécu dans la pauvreté comparativement à ceux qui n'avaient pas été pauvres avaient 1,6 fois plus de chances d'avoir recours aux urgences, aux services de santé pour des idées et des tentatives de suicide. Il était également plus à risque de 1,66, plus à risque d'avoir fait une tentative de suicide après avoir contrôlé pour les variables de confondantes. Mais on n'avait pas trouvé d'association avec les idéations suicidaires, ce qui nous signale en fait que la pauvreté pourrait être associée avec des comportements suicidaires plus graves à l'adolescence. Un autre exemple, je vois qu'il est 12h26, mais je vais parler de celui-ci rapidement. C'est sur l'intimidation parce qu'on a fait beaucoup de travaux sur l'intimidation ou victimisation par les pairs. Dans une étude avec la cohorte des naissances de 1958, on avait observé que les jeunes qui avaient été intimidés plus fréquemment étaient plus à risque de décéder par suicide. Mais on avait seulement des données à 7 et 11 ans. Dans l'ELDEC, on a beaucoup d'informations sur la victimisation par les pairs, la victimisation par les pairs qui englobe l'intimidation, mais l'intimidation, c'est une forme spécifique de victimisation dans laquelle il existe un déséquilibre de pouvoir. Donc, on avait des informations à 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 et 17 ans, des informations auto-rapportées par les jeunes. On leur a posé environ 7 questions, à savoir s'ils ont déjà été insultés, exclus d'un groupe ou même victimes de cyber-intimidation. Puis à travers plusieurs publications, on a modélisé des trajectoires à divers moments dans le temps. Et juste rapidement, la plupart des enfants vont vivre une forme de victimisation modérée pendant leur développement. Mais cette trajectoire modérée n'est pas associée à plus de problèmes de santé mentale, y compris les idées tentatives de suicide. On a observé qu'environ 15 des jeunes allaient être victimisés dès l'entrée en maternelle et que ça allait se poursuivre, même avec la transition au secondaire. Et que ces jeunes-là, en fait, étaient justement plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale, incluant les idées et tentatives de suicide. Ici, une étude qui s'est intéressée, en fait, à la victimisation à l'adolescence. Et on a observé que le fait d'avoir été victimisé, surtout de façon chronique, donc pendant 2 années à l'adolescence, était associé à 5 à 6 fois plus de chances de penser ou tenter de se suicider. C'est quand même un effet qui est fort et on avait contrôlé là pour le statut socio-économique, le fonctionnement familial, également la santé mentale des jeunes et même les idées et les tentatives de suicide au début de l'adolescence. On s'est aussi intéressé à la cyber-victimisation parce que c'est une source de préoccupation. Contrairement à la victimisation face à face, la
cyber-victimisation peut se produire 24 heures sur 24, hein, les jeunes ont toujours leur téléphone. Ça donne accès aussi à une large audience, donc un potentiel d'humiliation qui est assez fort. Et dans certains cas, les jeunes ne vont pas savoir qui est le cyber-intimidateur. Et ça, dans l'ELDEC, c'est plutôt vrai pour les jeunes du primaire, où un quart, en fait, avait répondu ne pas connaître qui est l'auteur de la cyber-intimidation. Donc, au niveau de la cyber-intimidation, victimisation, on a comparé les associations entre la victimisation face à face traditionnelle, le fait être cyber-victimisé seulement ou d'avoir été exposé aux deux. Parce qu'il y a quand même un chevauchement. Environ 50% des jeunes cyber-victimisés le sont aussi en face à face et souvent les intimidateurs sont les mêmes, les jeunes qui vont à la même école. Donc, au niveau transversal, on a observé un risque plus grand d'idées et de tentatives de suicide pour les jeunes qui avaient été cyber-victimisés, que ça soit seul ou en accompagnement avec la victimisation face à face. Donc, ça représente un plus grand facteur de risque à court terme. Par contre, à long terme, la victimisation en face à face était associée à un risque à long terme plus grand d'idéation de tentative de suicide. Ça pourrait s'expliquer que la cyber-victimisation, du moins à ce moment-là, quand les données ont été collectées, c'était en 2013-2015, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais n'avait pas tendance à se répéter, tandis qu'il y avait plus de stabilité pour la victimisation en face à face. Ici, c'est nos études sur la diversité sexuelle, mais je vais juste le passer pour pouvoir vous parler des facteurs de protection. Parce que dans la recherche en prévention du suicide, là, il y a un déséquilibre là, énorme entre les études qui portent sur les facteurs de risque versus sur les facteurs de protection. Et nous, on a essayé on essaye du mieux qu'on peut de combler ce fossé. Et on a mis sur pied l'équipe Papageno. C'est une équipe de recherche qui s'intéresse aux facteurs de protection, justement, pour la problématique du suicide chez les jeunes. On est financé par les fonds de recherche Société et Culture du Québec. Et notre équipe, en fait, comprend jusqu'à maintenant là, 10 chercheurs issus de diverses institutions à travers le Québec. Et on a 3 axes de recherche. Le premier, c'est de comprendre justement les facteurs de protection grâce à nos études épidémiologiques longitudinales. On veut aussi essayer de concevoir et évaluer des stratégies de prévention à travers des recherches expérimentales et quasi-expérimentales. Donc, plusieurs chercheurs ont mis sur pied des interventions autant en promotion de la santé mentale, donc universelle, qui s'adressent à tous, ou des interventions un peu plus ciblées en prévention du suicide. On a aussi un axe où on veut diffuser les connaissances pour sensibiliser. Et on essaie de se mobiliser en écrivant des articles de vulgarisation scientifique, en réalisant des infographies ou encore des vidéos. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est intéressé dans l'ELDEC, du moins, au soutien social, à l'engagement civique, au contact avec la nature et à l'activité physique. Mais là, je veux vous parler du soutien social parce que c'est vraiment un facteur de protection très important. Le soutien social, c'est la perception du degré de disponibilité des soins et de l'assistance dans notre réseau social. Donc, il peut être émotionnel, exprimer de l'empathie, instrumental, aider quelqu'un à des tâches ménagères ou informationnel, donner des conseils. Et justement, si je me réfère à la littérature qualitative. Le fait d'être traité par les autres avec gentillesse, compassion, empathie, sans porter de jugement, c'est le facteur de protection le plus important qui facilite le rétablissement des pensées suicidaires. Dans un article, on s'est intéressé au rôle bénéfique du soutien social pour la santé mentale en général. Mais ici, je vous présente les résultats pour l'idée et la tentative de suicide. Et on a observé que les jeunes qui percevaient un plus grand soutien social avaient un risque d'environ 50% diminué de penser au suicide ou de faire des tentatives de suicide une année plus tard. Et vraiment, la contribution de l'ELDEC ici, c'est
d'offrir cette perspective longitudinale et d'avoir aussi exercé un contrôle très rigoureux pour les facteurs de confondants parce qu'on sait que les jeunes qui sont en meilleure santé mentale, oui, ils ont besoin de plus de soutien et justement, ils en reçoivent plus que les jeunes que les jeunes qui sont en moins bonne santé mentale ont besoin de plus de soutien et en reçoivent moins. Donc, il y a vraiment des facteurs confondants importants ici et nos résultats s'observent après avoir contrôlé pour les facteurs de santé mentale et plein de facteurs aussi familiaux. On s'intéresse aux effets dévastateurs de l'intimidation, victimisation. Ici, c'est une étude qui est issue en fait de données coréennes, pas des données de l'ELDEC, mais on a démontré que les symptômes dépressifs étaient moindres chez les jeunes victimisés qui avaient bénéficié d'un niveau de soutien élevé des amis. Et là, ça m'amène à parler en fait des interventions en prévention du suicide qui ciblent le soutien social. Parce qu'on observe ces associations-là dans des études épidémiologiques, mais on va l'observer aussi dans des études d'intervention. Et il y a une étude que je trouve très, très belle, qui est le Youth Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents. C'est une étude, en fait, qui s'intéressait à des adolescents hospitalisés pour tentative de suicide. Et dans cette étude-là, les jeunes du groupe à intervention devaient nominer un adulte bienveillant. Et ces adultes-là bienveillants devaient recevoir une formation justement pour être en mesure de fournir ce soutien émotionnel, informationnel et instrumental à l'adolescent. Et d'aider les adolescents aussi à adhérer au plan de traitement et d'améliorer ses stratégies d'adaptation. Donc, cette étude-là, c'est basé sur un petit nombre de sujets, mais c'est intéressé à la mortalité, à savoir est-ce que cette intervention-là a permis de réduire la mortalité par suicide 11 ans, 14 ans après l'intervention. Et oui, les chercheurs ont montré une différence. Il y a eu 2 décès par suicide dans le groupe qui ont bénéficié de l'intervention versus 13 dans le groupe qui avait fait partie du groupe témoin. Donc, je pense que c'est une belle illustration que le soutien social, ben, c'est super important puis que ça peut faire la différence. Je veux conclure en parlant de l'équipe Papageno. Pourquoi Papageno? D'où est-ce que ça vient? En fait, Papageno, c'est un personnage de l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée. Et comme dans tous les opéras, l'histoire est dramatique. Là, Papageno est vraiment désespéré. Il a perdu son amour et il veut s'enlever la vie. Mais contrairement aux autres opéras, il ne va pas s'enlever la vie. Il va continuer de vivre. Pourquoi? C'est parce qu'autour de lui, il est entouré de ses amis qui lui rappellent les raisons de vivre, qui leur offrent leur soutien. Et justement, Papageno, c'est devenu un symbole de la recherche en prévention du suicide parce qu'il illustre vraiment les objectifs de la recherche. C'est qu'en tant que chercheur, en tant que clinicien, en tant que psychoéducateur, on a justement ce pouvoir de susciter l'espoir par notre discours, d'aider les personnes en détresse également à trouver des solutions à leurs problèmes et d'apporter du réconfort. Donc voilà, j'ai présenté rapidement, surtout des études qui sont encore en cours parce que c'est toujours plus excitant de partager les recherches en cours, mais je voulais juste en profiter pour mentionner que ces efforts-là sont le fruit des efforts de tous les étudiants. On a une grosse équipe là, avec plus de 20 étudiants actuels et également un personnel de recherche là, qui collabore avec moi pour produire cette recherche. Voilà. J'ai